Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui en live, il y a beaucoup de questions dernièrement qui m'ont été posées. Donc j'ai décidé d'approfondir un petit peu les symptômes. La majorité d'entre vous les connaissez déjà ou avez déjà écouté le webinaire où ce que je faisais le tour justement là, de tous les symptômes. Mais je tenais vraiment à vous le faire ici euh, parce que je crois que ça peut aider vraiment la majorité d'entre vous. Les symptômes, il y en a énormément dans plusieurs sphères différentes. Donc, je sais que ça devient vraiment très, très difficile de s'y retrouver là-dedans. Par rapport aussi à ce qu'il y a des étapes qui sont parfois plus normales dans le développement d'un enfant. Donc, comment qu'on fait un peu pour se démêler dans tout ça? Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais juste essayer de tourner parce qu'on ne voit pas super bien. Parfait. Donc, ça va être mieux. Je vais, en commentaire, je vais vous ajouter l'image à la fin du live là, pour ce qui est des différentes sphères selon les symptômes. Ça pourra vous aider. Moi, je la garde toujours sous la main quand je fais une analyse de journal de bord, quand j'ai des questions, quand je suis pas sûre, moi aussi, là, de savoir combien de sphères ça touche. C'est vraiment super pratique de l'avoir prêt pour y avoir accès quand on en a besoin. Donc, on va parler des symptômes d'allergie ou d'intolérance. Je sais qu'il y en a. Juste une petite seconde. Oui, tu peux la prendre. Donc, excusez-moi, hein, les enfants sont en congé, sont à la maison pour les 2 prochaines semaines. Maintenant, on ne parle plus vraiment d'intolérance, on parle d'allergie retardée. C'est assez nouveau au Québec qu'on appelle ça comme ça. En Europe, c'est un peu mieux instauré comme terminologie. Mais dans le fond, c'est parce qu'ils sont en train de se rendre compte que les intolérances sont bel et bien des allergies. C'est juste qu'elles ne sont pas médiées par les immunoglobulines E, donc les IgE. Ils vont être plutôt médiés par IgM ou IgG. Donc ça, malheureusement, les tests IgG existent, mais ils ont malheureusement été bannis par le Collège des médecins il y a environ 2 ans. Peut-être une petite affaire plus longtemps, mais pas beaucoup plus. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a beaucoup de médecins qui faisaient suivre les tests d'IgG aux patients sans apporter l'information ou le soutien qui était nécessaire suite aux résultats de ces tests-là. Fait que les mères se ramassaient avec des listes d'aliments à mettre en éviction qui étaient longues comme des bras, puis que finalement, l'enfant se ramassait avec des carences parce que la mère n'avait pas de soutien, que ce soit du nutritionniste ou d'un spécialiste dans le domaine. Et on n'expliquait pas la procédure de réintroduction de ces aliments-là non plus. Donc, les mères étaient un peu laissées à elles-mêmes. Donc, on s'est ramassé avec des cas d'enfants qui ont eu des grosses carences ou qui se sont ramassés justement à être malades suite à un test IgG. Donc, c'est pour ça qu'on les a bannis ici au Québec. En Europe, on les pratique encore énormément. Moi, j'en ai fait un moi-même avec mon plus vieux Tommy quand il avait 21 mois environ. Ça nous a grandement aidé. Oui, on a eu des résultats qui ne fitaient pas, c'était des faux positifs ou des faux négatifs. Mais comme moi, le naturopathe m'avait vraiment super bien expliqué, ça arrive aussi des tests d'allergie qui vont avoir de mauvais résultats. Donc, c'est exactement le même principe. C'est juste qu'il faut, oui, se fier aux résultats, mais ce qui est le plus important par rapport à tout ça, après, c'est nos observations en tant que maman. On connaît nos enfants. Souvent, la majorité d'entre nous ici vont faire un journal de bord alimentaire. Donc, on va voir clairement une réaction quand on consomme un aliment. Donc, même que ce soit un test d'allergie ou un test IgG, si l'aliment est consommé et qu'il y a des symptômes, on suggère toujours de le retirer de l'alimentation, au moins pour une période de 6 mois, afin de voir si le corps va le réaccepter quand on va essayer de le réintroduire. Donc, pour ce qui est des symptômes, on a 5 sphères. Je vais les passer une par une en vous donnant les symptômes principaux que vous allez trouver dans ces sphères-là. Donc, ça va au moins pouvoir vous donner une idée à savoir si votre enfant a ou non des symptômes d'intolérance. Donc, les plus connus, les plus communs, c'est les signes qui sont gastro-intestinaux. Donc, on a le fameux reflux. Le reflux et le RGO, dans le fond, qui est le reflux gastro-œsophagien. Il y a le reflux interne et externe. Donc, le reflux externe, c'est un enfant qui va avoir énormément de vomissements, des régurgitations, donc ça va sortir, c'est externe. Il y a des enfants, par contre, qui vont avoir du RGO sans avoir aucune régurgitation, donc ça reste vraiment, les sucs gastriques vont rester au niveau de l'œsophage, donc souvent, c'est là qu'on va développer une œsophagite à éosinophile. Donc, c'est vraiment, si vous voyez que votre enfant souffre de RGO, c'est d'en parler à votre médecin.
que ça soit que vous allaitiez, qu'il soit sur préparation, peu importe. C'est important d'en parler au médecin parce que le reflux qu'on ne traite pas ou quand on ne trouve pas la cause de ce reflux-là, les complications peuvent s'en suivre et là, ça devient vraiment plus difficile de traiter l'enfant. Il va y avoir des douleurs au quotidien. Donc, ça peut devenir vraiment là, une situation qui est pas super vivable ni pour maman ni pour bébé. Donc, si votre enfant fait du reflux, vous allez voir souvent, quand vous l'avez debout sur vous, il va s'arquer vers l'arrière. Donc, il va vouloir se jeter vers l'arrière. Pourquoi? Pour étirer l'œsophage et l'estomac afin de refaire descendre les sucres qui sont montés dans son œsophage à l'intérieur de l'estomac. Donc, c'est pour ça que les enfants vont s'arquer vers l'arrière quand on a du reflux. On a aussi comme symptôme du reflux, le fameux mâchage de gomme. L'enfant va venir jouer avec sa langue ou mâcher sa langue, donnant l'impression un peu de mâcher de la gomme. Donc, ça peut vraiment être un bon indicateur. Il y a aussi les vomissements, les régurgitations excessives. Donc, quand on parle de reflux externe, on va en voir énormément. C'est plus subtil si c'est interne. Souvent, on va entendre les fluides monter à l'intérieur de l'œsophage sans qu'il y ait nécessairement une régurgitation. L'enfant peut devenir avec des yeux très ronds aussi, s'étouffer un peu, tout sauter. C'est souvent les premiers signes de reflux. Donc, si jamais vous voyez que votre bébé fait du reflux, ça peut être alimentaire, comme ça peut être complètement autre chose, mais il faut en parler au médecin pour pousser plus loin avant que ça devienne une œsophagie. Ensuite, il y a justement les régurgitations, les vomissements, les mauvaises prises de poids, c'est souvent un signe justement de problèmes au niveau gastro-intestinaux parce que l'intestin ne fera pas bien son travail et l'enfant ne sera pas capable d'aller chercher les nutriments et les minéraux qui vont l'aider à grandir. Donc, il va avoir une mauvaise prise de poids à ce niveau-là. On a aussi le mucus et le sang dans les selles, donc c'est assez commun, c'est assez connu aussi comme symptôme d'intolérance. Mais il faut savoir que le mucus et le sang dans les selles ont plusieurs raisons d'être. Excusez-moi, j'ai comme un peu la voix enrouée. Donc, le mucus, c'est signe d'inflammation. Quand on trouve du mucus dans les selles, c'est signe qu'il y a une inflammation au niveau du système digestif. Et ça va autant de l'estomac que de l'intestin. Le mucus qu'on retrouve dans les selles ne vient pas nécessairement toujours juste des intestins. Ça peut provenir aussi de l'estomac parce que l'estomac lui-même va produire du mucus afin de se protéger de l'autodigestion en quelque sorte. Donc, pour éviter que les sucs gastriques digèrent l'estomac lui-même, l'estomac dégage aussi du mucus. Donc, quand on a du mucus dans les selles, ça peut être dû à plusieurs choses, mais vraiment la liste est énorme. Mais en gros, ce qu'on retrouve très, très souvent chez les nourrissons qui peuvent causer du mucus, donc on a évidemment les intolérances et les allergies. On a les rhumes aussi, quand un enfant est très congestionné au niveau du nez, c'est normal, on peut retrouver facilement du mucus dans les selles parce que les enfants ne se mouchent pas avant 2-3 ans, même pour la majorité. Donc, ça va sortir par la voie la plus facile. Certains vont avoir le nez qui vont couler comme une champlure. D'autres, ça va sortir dans les selles. Donc, c'est de voir si votre bébé est enrhumé au moment où vous commencez à avoir du mucus. Il y a aussi tout ce qui est par rapport aux virus, les infections. Ces choses-là peuvent créer du mucus. Ensuite, les dents. Les dents peuvent créer du mucus. Pourquoi? Pour la seule et unique raison qu'en période de dentition, un bébé va avoir la salive beaucoup plus acide afin d'aider au ramollissement de la gencive pour que la dent sorte plus facilement. Donc, si jamais votre bébé est en grosse période de dentition, que ça travaille très, très fort, ça se peut que vous retrouviez du mucus dans ces selles. Pour ce qui est du mucus, oui, c'est un indicateur d'intolérance quand même relativement important, mais il faut regarder aussi la fréquence et la quantité qu'on va retrouver dans les selles. Donc, si vous retrouvez du mucus en petite quantité ou même en quantité quand même importante, mais que bébé a un gros rhume, la première piste, c'est pas les intolérances qu'il faut regarder. Il faut vraiment voir, une fois que le virus va être passé, est-ce que le mucus va partir ou s'estomper? Ensuite, la même chose pour les périodes de dentition. Si bébé a un mégorage de dents depuis 2-3 jours, ça travaille bien, bien fort, on voit la dent à travers la gencive est enflée, il mange tout. Ça peut juste être signe que les dents travaillent bien fort puis que ça va passer justement après la percée dentaire. Dans la semaine qui suit, on n'a plus de mucus. Donc, faut vraiment que vous preniez la peine de regarder l'ensemble de votre enfant et non pas juste les symptômes. Juste le mucus, si c'est occasionnel et en petite quantité, ce n'est pas inquiétant. S'il y a du mucus de la naissance, puis le bébé est rendu à 6 mois, puis il y a encore et toujours du mucus de façon quand même modérée à abondante dans ses selles, il faut pousser plus loin. Il y a quelque chose qui irrite le système. Si le seul aliment que le bébé consomme,
c'est le lait, ben, il y a de grandes chances que le problème vienne du lait. Ça peut être aussi par rapport justement au fait qu'on donne des aliments à bébés qui en bas de 6 mois, les suppléments de vitamine D, hein. La majorité d'entre vous en donnez à vos nourrissons, c'est ce qui est conseillé, c'est ce qu'on se fait dire à Vitam Aeternam de donner de la vitamine D. Par exemple, il y a beaucoup de vitamine D, si vous ne prenez pas des vitamines D qui sont vegan, qui vont être extraits de l'anoline de mouton. Donc, on sait très bien, l'agneau est croisé avec les tolérances à la protéine bovine, donc ça va très, très, très souvent occasionner des réactions. Nous, ici, on avait essayé une vitamine D vegan qui était à base d'huile de coco et malheureusement, mon deuxième réagit à l'huile de coco. Donc, c'est de faire des essais par rapport à tout ça. C'est la même chose pour ce qui est du lait. On peut essayer un lait en premier, puis finalement, ça ne fonctionne pas, donc on en essaie un autre. Donc, c'est vraiment de regarder l'ensemble et non pas juste le symptôme qui est le mucus, parce que le mucus peut être expliqué par énormément de choses. Ensuite, le manque d'appétit ou le dégoût de la nourriture sont aussi des symptômes gastro-intestinaux d'intolérance alimentaire. Donc, si vous voyez que votre enfant, peu importe ce que vous lui suggérez à manger, il ne veut pas manger, il y a vraiment un dégoût, souvent il va avoir des nausées, des maux de cœur ou qui vont provoquer même des vomissements. Le bébé va avoir un appétit d'oiseau, ça ne mangera à peu près pas. Ça peut être signe d'une intolérance alimentaire pour la seule et unique raison que le bébé va associer. Viens me voir, mon amour, excusez-moi. Dans le fond, l'enfant va associer la nourriture à avoir mal, donc il ne voudra plus manger. Nous, c'est arrivé ici avec Tommy. Excusez-moi. Hein? Donc, nous, ici, avec Tommy, ça a été un très, très gros combat. Parce qu'il ne va pas brancher mon corps. Branche ça comme il faut. Excusez-moi, tout le monde est en vacances. Donc, c'est ça, un dégoût de la nourriture ou un manque d'appétit, ça peut vraiment refléter une intolérance parce que l'enfant va associer la nourriture à la souffrance, donc va refuser de manger. Donc, si jamais vous voyez que ça peut être momentané, là, tous les enfants ont des périodes, tous les enfants ont des périodes où ils ne veulent pas manger certains fruits, certains légumes, ou ils veulent juste pas manger, ils n'ont pas d'appétit pendant une semaine. Ça arrive. Ça, c'est normal. Si c'est passager, c'est pas du tout inquiétant. Tout de même, des fois, ça peut être 3 semaines, un mois. Ça peut être 3 semaines, un mois où l'enfant refuse catégoriquement de manger des légumes ou des choses qu'il mangeait avant. Ensuite, ça finit par passer et l'enfant réaccepte de manger ces aliments-là. Ça fait partie du développement normal d'un enfant. Ça fait partie de sa liberté de choix. Donc, souvent, on va voir apparaître ça. À 1 an, ça va être les préférences alimentaires. Donc, l'enfant va préférer manger des aliments qu'il aime plutôt que les aliments qu'il aime moins. Mais on arrive aussi au fameux Terrible 2 vers 18 mois où l'enfant va tout simplement vouloir prononcer ses choix et refuser de manger certains aliments. Ensuite, on change de sphère, on s'en va dans les symptômes qui sont cutanés. Donc, le plus gros des symptômes cutanés qu'on voit, c'est l'eczéma. Donc, les enfants qui vont avoir des gros rages d'eczéma, ça peut être localisé seulement dans les plis, mais on peut en retrouver vraiment à tous les niveaux sur le corps. Moi, Lucas, c'était principalement sur le torse et, grande chose ici présente, lui, c'est principalement dans les plis. Donc, chaque enfant est différent. La localisation de l'eczéma ne veut absolument rien dire. C'est pas parce que c'est dans les plis que c'est pas dû à une intolérance, puis c'est pas parce que c'est sur le torse que c'est dû à une intolérance non plus. Donc, il faut vraiment, l'eczéma, à proprement parler, c'est une situation qui, elle aussi, peut s'expliquer par plusieurs choses et non pas juste les intolérances. Ça peut être les parfums dans les savons, ça peut être des acariens, ça peut être plein de choses, mais l'alimentation a un rôle à jouer dans l'eczéma. Ça a été prouvé. Donc, de voir si votre enfant souffre d'eczéma sévère, peut-être de prospecter la piste des aliments. On a aussi les dermatites, les prurites, l'urticaire, l'acné, le psoriasis et les ulcères. C'est tout à peu près tout c'est quoi, mais c'est toutes des choses que, sans être nécessairement reliées à une intolérance, peuvent en découler. Donc, si jamais c'est des problèmes que vous vivez à la maison, ça vaut peut-être la peine de pousser plus loin les recherches. La troisième sphère, c'est la sphère qui est respiratoire. Donc là, on parle vraiment des poumons, donc une toux qui est chronique, des bronchites qui reviennent ad vitam aeternam, les pneumonies, les râlements aussi, quand on a un enfant qui râle, quand il respire, le tirage, les écoulements nasaux chroniques, tout ça,
c'est lié vraiment au système respiratoire et ça peut être déclenché par les allergies parce que justement, les allergies vont créer une inflammation et l'inflammation va se refléter aux endroits les plus faibles du corps de l'enfant. Donc, on a la sphère qui est respiratoire. Donc, si votre enfant a une faiblesse au niveau des poumons, des sinus, c'est là que ça va frapper en premier. Sinon, notre quatrième sphère, c'est aussi la sphère ORL. Donc, c'est souvent une sphère qui est très, très, très touchée chez les enfants qui souffrent d'allergie et d'intolérance. Avant de détecter, j'ai des enfants, moi ici, j'ai été chanceuse, on a toujours détecté très tôt, mais il y a des parents que je connais que leurs enfants vont avoir fait 10, des fois 15 otites en 2 ans et que finalement, à l'éviction totale, mettons des produits laitiers, c'est un exemple, ça pourrait être n'importe quoi, mais en retirant les produits laitiers de leur alimentation, l'enfant a complètement arrêté de faire des otites. Donc, on s'entend que c'est clairement un lien avec l'alimentation. Ça va frapper là où c'est le plus faible. Donc, l'inflammation qui est produite par le corps due aux intolérances va vraiment aller toucher l'endroit le plus faible du corps. Nous, Tommy, ici, on n'a jamais eu d'otite, on n'a jamais eu de sinusite, on n'a jamais eu de tout. Par contre, lui, c'est l'eczéma qui est vraiment très présent aussitôt qu'il est en contact avec un allergène, même en petite quantité. Et évidemment, son système digestif qui, lui, est fragilisé. Donc, c'est vraiment les 2 sphères qu'on touche le plus. Et avec Tommy, nous, on touche aussi notre 5e sphère, qui est la sphère neurologique. C'est souvent celle qu'on pense le moins. Après ma barre, là, on parle de troubles neurologiques, puis on n'associe pas ça du tout aux intolérances alimentaires, mais moi, je m'en suis rendu compte ici, en le vivant, les intolérances ont un énorme impact sur le neurologique pour la simple et unique raison que le microbiote, tout ce qui est intestin, le microbiote intestinal et le cerveau, c'est tout relié ensemble. Plus les études poussent dans ce domaine-là, plus ils sont en train de se rendre compte que ce n'est pas notre cerveau qui gère notre corps, mais de plus en plus notre intestin sont comme en train de switcher ça de bord un peu. C'est assez mitigé encore en ce moment par rapport à savoir si c'est notre cerveau intestinal qui décide ou si c'est le cerveau qui est le cerveau. Mais plus ça va, là, plus les recherches tendent à dire que notre premier cerveau principal là, qui gère à peu près tout le reste, ça serait vraiment les intestins parce que tout ce qui se passe ici va avoir un impact sur la globalité du corps. Donc, nous, ici, on s'en est rendu compte avec Tommy, quand il est en contact avec des allergènes, on a beaucoup d'irritabilité, l'hyperactivité, il court au plafond, là, il se transforme en ninja. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très important ici. Il y a les fatigues chroniques aussi. Donc, chez les adultes, les personnes souffrant d'un syndrome de fatigue chronique ou de dépression, sans être nécessairement bipolaire, mais qui vont avoir des dépressions quand même assez régulièrement, les troubles du sommeil, les migraines, c'est toutes des choses qui peuvent être liées à votre alimentation. Donc, si jamais c'est une piste que vous n'aviez pas regardée avec votre médecin, c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant. J'ai vu des personnes là, avoir des maux absolument, là, d'avoir de la difficulté à vivre leur vie quotidienne et en évitant plusieurs aliments, avoir une toute nouvelle vie. Ils se sont mis à avoir de l'énergie, à courir, à sauter, à être en forme. Donc, c'est vraiment de prendre en considération que ce qu'on mange, c'est ce qui nous nourrit. Donc, si jamais on mange des aliments qui ne nous conviennent pas, ça peut vraiment avoir des impacts sur tout partout. Donc, ça fait pas mal le tour des symptômes. Moi, je vais vous mettre la grille complète en commentaire, en image. Elle est déjà dans les fichiers du groupe, mais je vais vous la remettre quand même pour que vous puissiez la voir rapidement sous la main. J'espère que ça va vous avoir aiguillé un petit peu par rapport aux symptômes. Si vous avez des questions, même en rediffusion, n'hésitez pas à écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je ne fais pas un live super élaboré, super complexe. J'en profite pendant que Lucas fait son dodo. Puis pendant que j'ai un peu d'énergie, parce que celles qui me suivent plus personnellement sur d'autres groupes le savent, mais dans le fond, on m'a détecté un début d'anémie suite à la grossesse, donc ça vient avec énormément de fatigue. Donc, je sais que j'avais... il y a plein de choses qui sont en processus en ce moment, mais malheureusement, j'ai pas énormément de contrôle sur la grossesse et tout ce qui vient avec. Donc, j'essaie de maximiser mon énergie pour être capable de vous donner du contenu le plus possible. Donc, si jamais vous avez des suggestions de choses qui vous aideraient, qui vous aident ou que vous aimeriez que je fasse plus ou moins,
écrivez-moi, ça va me faire absolument plaisir. Si vous êtes gêné de le faire en public sur le groupe, je n'allez pas de m'écrire en privé aussi. Je consulte mes messages quand même très régulièrement. Donc, il y a plein de choses qui s'en viennent aussi, des nouveaux services, des nouveaux produits. Mais comme je vous dis, en ce moment, on essaie de gérer ça au jour le jour par rapport à la grossesse, par rapport au fait que les enfants sont à la maison aussi pour 2 semaines. Mais inquiétez-vous pas, je vous oublie pas, il y a plein de stocks qui s'en viennent pour vous aider, là, surtout en septembre. Donc, surveillez-nous. Pour le mois qui s'en vient aussi, on essaie de travailler tout ça. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis, si jamais vous avez des questions, comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à écrire, que ce soit sur le mur du groupe, en commentaire, à m'écrire en privé. Le groupe est vraiment là pour ça. Je veux que vous vous sentiez soutenu. Je veux que vous soyez capable de poster ou de publier, que ce soit des questions, des demandes ou whatever, sans avoir peur du jugement, car je n'accepte pas tout ce qui est négatif sur mon groupe, ça sort. Donc, inquiétez-vous pas et ayez pas peur. Faites-le si vous avez besoin d'aide. On est là pour ça, entre mamans qui vivent la même situation. Il faut vraiment qu'on s'entraide pour en sortir plus fort. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis on se revoit bientôt.